En avril 1841, Silas Rutledge fit une annonce qui choqua même les plus cruels des propriétaires de plantations de Caroline du Sud. Il plaçait sa fille, Catherine, une femme de 28 ans pesant plus de 120 kilos, sous l'autorité absolue d'un esclave nommé Ézéchiel Cross, non pas comme infirmier, ni comme compagnon, mais comme son maître à tous égards, sauf sur le papier. La société blanche du comté de Collatyn fut scandalisée, mais personne ne comprenait réellement ce que Rutledge faisait, ni ce qu'Ézéchiel Cross allait infliger à Catherine dans les mois qui suivirent. En novembre, le corps de Catherine avait changé d'une façon inexplicable. 13 hommes étaient morts, et la plantation de Cypress Grove n'était plus que cendres. Que s'était-il réellement passé entre cet esclave et la fille du maître? Qu'avait-il fait pour terrifier à ce point tous ceux qui en furent témoins? Avant de révéler cette vérité dérangeante, abonnez-vous, activez la cloche et indiquez dans les commentaires l'état d'où vous nous regardez. Revenons maintenant à l'origine de cette histoire. Le printemps dans le comté de Collatyn arrivait avec une chaleur accablante et une humidité si dense que l'air semblait solide. La rivière Combe serpentait lentement à travers les basses terres, ses eaux sombres reflétant les longues traînées de mousse espagnole suspendues aux chênes vivants comme des linceuls funèbres. Les rizières s'étendaient à perte de vue, inondées, travaillées par des centaines d'esclaves, avançant dans l'eau jusqu'aux genoux du lever, au coucher du soleil. C'était une richesse bâtie sur la souffrance, une prospérité arrachée à la misère humaine, et tout cela justifié par des hommes qui se persuadaient que la cruauté était simplement l'ordre naturel des choses. La plantation de Cypress Grove couvrait 800 acres de terre moyennement productive. Son propriétaire, Silas Rutledge, n'appartenait pas vraiment à l'élite du comté, mais il en rêvait ardemment. Il possédait 58 esclaves, ce qui faisait de lui un homme riche, selon la plupart des critères, mais à peine de rang moyen dans cette société locale. Les familles vraiment puissantes possédaient donc des milliers d'acres et des centaines d'esclaves. Elles passaient leurs étés à Charleston et envoyaient leurs enfants étudier dans les universités du Nord. Leur nom seul pouvait ouvrir des portes, ou détruire une réputation en un mot. Silas avait épousé Elizabeth Yancey en 1812, un mariage qui lui avait apporté quelques dents de terre et un nom respecté. Elizabeth, femme pragmatique, tenait des registres méticuleux et semblait plus intéressée par les marges de profit que par l'ascension sociale. Elle mourut en 1813, en donnant naissance à une fille baptisée Catherine. Pendant 28 ans, Silas éleva Catherine seule, tout en concentrant son énergie à s'introduire dans les cercles du pouvoir du comté. C'était un homme grand, amaigri comme le sont ceux qui oublient de manger lorsqu'ils sont consumés par l'obsession. Ses aux cheveux, prématurément grisonnants, accentuaient son apparence sévère, en harmonie avec son tempérament froid. En affaires, on le connaissait pour sa ruse, mais aussi pour une certaine droiture. Il conduisait des négociations dures, mais respectait sa parole. Sa fille Catherine, elle, avait grandi dans l'isolement, instruite par des précepteurs, sans jamais vraiment trouver sa place. En 1841, elle avait 28 ans et pesait près de 120 kilos. Son corps avait gonflé sous des années de traitements prescrits par des médecins qui la déclaraient hystérique, atteinte de troubles nerveux féminins. Elle souffrait de crises violentes où elle hurlait et lançait des objets. L'année précédente, elle avait attaqué son père avec un coupe-papier, laissant une cicatrice sur sa main gauche. La société blanche du comté de Collatyn murmurait à son sujet avec une fausse compassion. Pauvre Silas Rutledge, accablé d'une fille folle. Quel dommage, elle avait été si jolie enfant. Aucun d'eux ne connaissait la vérité. Aucun ne savait ce que Catherine avait vu à 12 ans, ni que sa folie n'en était pas une, mais bien une réaction rationnelle à une vie passée parmi des monstres. Le 7 avril, une lettre arriva par courrier privé. Silas l'ouvrit dans son bureau, pensant recevoir une correspondance d'affaires. Mais à la place, il découvrit 3 pages de papier coûteux, scellées de cire rouge, frappées d'un symbole qu'il reconnut aussitôt. Une faux croisée avec des épis de blé, la marque des frères de la moisson.
Les frères, 13 hommes qui se réunissaient dans l'ombre pour accomplir des rituels qu'ils croyaient capables de fortifier la terre grâce au sacrifice de sang. Ils mêlaient d'anciennes traditions européennes à des croyances empruntées aux esclaves, qui comprenaient l'esprit et le pouvoir. Ils pensaient que les forts étaient donc destinés à consumer les faibles, littéralement si nécessaire. Silas avait été initié en 1822. En 19 ans, il avait assisté à une quarantaine de réunions, à des rituels allant du dérangeant au monstrueux. La lettre l'informait qu'il était endetté. 12 000 $ accumulés au fil des années de pertes au jeu et d'échecs financiers. Une somme impossible. Pour la rembourser, il lui faudrait vendre la majorité de ses terres et tous ses esclaves, anéantissant tout ce qu'il avait bâti. Mais la lettre lui offrait une alternative, une démonstration d'engagement, exigée des membres en difficulté. Silas devait placer sa fille Catherine sous l'autorité absolue d'un de ses esclaves, pas temporairement, pas comme punition, mais comme un transfert authentique de responsabilité pour une durée d'1 an entier. L'esclave aurait un contrôle total sur son corps, ses activités quotidiennes, ses traitements. Silas devrait l'annoncer publiquement, lors d'un rassemblement des familles influentes du comté, expliquant qu'il s'agissait d'une mesure médicale extrême pour la condition de sa fille. L'humiliation serait totale. Dans une société où les femmes blanches étaient censées être précieuses et protégées avant tout, Silas déclarerait sa fille inférieure à sa propre propriété. Mais s'il acceptait, sa dette serait effacée, et les frères lui offriraient un soutien financier pour restaurer sa position. Silas resta assis des heures dans son bureau, cette nuit-là. La faillite le détruirait totalement. Les frères avaient mis des liens avec chaque juge, chaque avocat, chaque politicien de la région. Ils pouvaient le faire disparaître s'il devenait un problème. Ou bien, ils pouvaient sacrifier la dignité de sa fille pour préserver sa propre position. Le choix auquel la société l'avait entraîné, la propriété au-dessus des personnes, le pouvoir au-dessus de la morale. À la lueur des chandelles, il rédigea son acceptation et l'envoya avant l'aube. 3 jours plus tard, une autre lettre arriva, portant un nom et un court historique. Ézéchiel Cross, 33 ans. Acheté récemment par un intermédiaire auprès d'une plantation de Virginie. Compétences, menuiserie et médecine par les plantes. Tempérament, calme et obéissant. Ce que la lettre ne disait pas, c'est qu'Ézéchiel avait été choisi précisément pour ce rôle, que son arrivée à Cypress Grove n'avait rien d'un hasard, et qu'il portait en lui une brûlante soif de justice, ainsi que la patience d'attendre le moment exact pour agir. Ézéchiel arriva le 13 avril dans une charrette conduite par un négrier nommé Henderson. Contrairement aux usages, la charrette s'arrêta directement devant la maison principale. Silas sortit sur le perron, se protégeant les yeux du soleil du matin. Dans la charrette, Ézéchiel était assis. La première chose que Silas remarqua furent ses yeux. La plupart des esclaves baissaient le regard pour survivre, mais Ézéchiel fixait Silas droit dans les yeux, d'un air calme et scrutateur. Cela mit Silas mal à l'aise. Ézéchiel était grand, sans doute 1,88 m, avec de larges épaules et des muscles secs forgés par une vie de labeur. Sa peau n'était marquée d'aucune cicatrice de fouet. Ses vêtements, simples, étaient de l'année propre. Ses mains, calleuses, avaient cependant une précision qui révélait un travail qualifié, plutôt que la simple force brute. Henderson descendit et remit des papiers à Silas. Ézéchiel Cross, comme demandé. Son ancien maître dit qu'il est silencieux, mais capable. Vos associés veulent que vous sachiez que celui-ci a été choisi avec soin. Silas jeta à peine un coup d'œil au papier et s'adressa directement à Ézéchiel. « Tu comprends pourquoi tu es ici ?»« Oui, monsieur, » répondit Ézéchiel d'une voix grave, mesurée, avec un léger accent de Virginie. « Ma fille est malade, tu seras responsable de ses soins. Les médecins ont échoué. On dit que tu connais les traitements par les herbes. Ma grand-mère était guérisseuse, monsieur. Elle m'a appris avant que je sois vendu. » La transaction fut conclue rapidement. Ézéchiel fut installé dans une petite cabane proche de la maison principale,
à l'écart des autres logements d'esclaves. On lui remit quelques fournitures de base et on lui expliqua que ses fonctions commenceraient dès le lendemain. Sa seule responsabilité était Catherine, et l'échec aurait de terribles conséquences. Ézéchiel hocha la tête, répondit « Oui, monsieur », quand il le fallait, puis fut laissé seul. Ce fut seulement à cet instant qu'il laissa son visage changer. Sa mâchoire se relâcha, ses épaules tombèrent, légèrement. Il s'assit sur le lit et sortit de sa chemise un petit paquet de tissu. Avec précaution, il le défit, révélant un vieux morceau de papier portant 3 noms, tracés d'une écriture enfantine incertaine. Sarah, Benjamin, Ruth, sa femme, son fils, sa fille. Vendu loin de lui 3 ans plus tôt, envoyé dans une plantation d'Alabama, réputée pour épuiser ses esclaves jusqu'à la mort. Il avait appris qu'ils étaient tous morts en moins de 18 mois. Sarah, d'une fièvre non soignée. Benjamin, d'une blessure infectée. Ruth avait cessé de s'alimenter, une enfant de 6 ans incapable de comprendre pourquoi sa famille avait été déchirée. Et c'était Silas Rutledge qui les avait vendus. Non pas parce qu'il avait besoin d'argent, non pas parce qu'ils avaient commis une faute, mais parce qu'il voulait démontrer à ses frères qu'il savait prendre des décisions dures, sans aucune sentimentalité. Il avait brisé une famille, comme on fend du bois, pour le feu. Ézéchiel avait passé 2 ans à descendre vers le sud, se laissant vendre de plantation en plantation, recueillant toujours des informations. Il apprit à travers des chuchotements l'existence de la confrérie, leurs rituels, leurs membres. Il apprit qu'ils se considéraient au-dessus de toute conséquence. Quand l'occasion se présenta d'être vendu précisément à Rutledge, Ézéchiel comprit que c'était sa chance. Il aurait accès à la maison de Rutledge, à ses secrets, à ses vulnérabilités. Et parfois, la justice ne venait pas des tribunaux ou des lois, mais de la patience, de la stratégie et de la volonté de devenir aussi monstrueux qu'il le fallait. Il replia le papier avec les 3 noms et le glissa dans sa poche. Puis il s'allongea, fixa le plafond et commença à planifier la suite. Son premier jour débuta le 14 avril. Une esclave de maison, Judith, une femme d'âge mûr, aux cheveux grisonnants, le conduisit dans la chambre de Catherine, au 2e étage. Elle frappa à la porte avec hésitation. « Mademoiselle Catherine, votre père a amené quelqu'un pour vous aider dans vos traitements. » Un fracas à l'intérieur, quelque chose de lourd heurtant le mur. Puis la voix de Catherine, pâteuse mais venimeuse. « Je ne veux pas d'autre traitement. Renvoie-le. » Judith jeta à Ézéchiel un regard empli de compassion. « Elle a de mauvais jours. Aujourd'hui, en est un. » Ézéchiel ouvrit la porte et entra, refermant derrière lui avant que Judith ne puisse le suivre. La chambre était grande mais sombre. Épais rideaux tirés. L'air était vicié, imprégné d'odeurs de drap mois souillés et d'autres choses, la douce pourriture du mercure. Des livres jonchaient le sol, un cadre brisé contre le mur, des vêtements partout. Catherine était assise dans un fauteuil, près de la cheminée éteinte, enveloppée d'une robe de chambre tachée. Ses cheveux noirs pendaient en mèches emmêlées. Son visage était bouffi, ses yeux vagues. Ses mains tremblaient, sans arrêt sur les accoudoirs. Elle regarda Ézéchiel d'abord avec confusion, puis avec peur, enfin avec colère. « Qui êtes-vous » j'ai dit, « plus de médecin. »« Je ne suis pas médecin, mademoiselle. Je m'appelle Ézéchiel. Votre père m'a demandé de vous aider. » « Aider » Elle éclata d'un rire amer. « C'est ce qu'ils disent sont tous. Aider, traiter, soigner. Cela veut dire poison. Cela veut dire chaîne. Cela veut dire silence. » Elle se leva soudainement, vacillante. « Je sais ce que c'est. C'est encore une punition parce que je me souviens, parce que je parle, parce que je refuse d'oublier. » Ézéchiel resta immobile, non menaçant. « Qu'êtes-vous censé oublier ?» La question la désarçonna. Sa colère se fissura, laissant apparaître une vulnérabilité. « Vous ne savez pas ?»« Je ne sais rien, mademoiselle. Seulement que votre père dit que vous êtes souffrante. » Catherine le scruta, comme si elle le voyait vraiment pour la première fois. « Vous n'êtes pas d'ici ?»« De Virginie à l'origine, mademoiselle. » « Savez-vous ce qu'il se passe dans cette maison? Ce qu'ils font à la cave ?» Le cœur d'Ézéchiel s'accéléra,
mais son visage resta neutre. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Menteur. Pas de colère, juste de l'épuisement. Tout le monde ment, c'est plus facile que la vérité. Elle se laissa tomber lourdement sur le fauteuil. Laissez-moi. Dites à mon père que son nouveau tourment a échoué. Mais Ézéchiel marcha vers la fenêtre et tira les rideaux. La lumière du soleil envahit la pièce. Catherine poussa un cri et cacha ses yeux. « Quand êtes-vous sortie pour la dernière fois, mademoiselle ? Je ne peux pas marcher si loin. Je suis trop faible. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois sans l'ordonnance de l'Uden ? Le médicament et c'est nécessaire. Les médecins l'affirment. Et si les médecins se trompaient ? Ses mains quittèrent Ida ses yeux. Elle le fixa avec un mélange d'espoir et de terreur. « Qu'avez-vous dit ?» Ézéchiel se tourna de la fenêtre. C'était le moment, la première carte jouée. J'ai dit « Et si les médecins se trompaient ? Et si tout ce qu'on vous a dit sur votre maladie n'était pas destiné à vous soigner, mais à vous maintenir sous contrôle ? Et si votre père vous empoisonnait depuis des années pour s'assurer que vous ne soyez jamais assez lucide pour parler de ce que vous avez vu ?» Un silence absolu. Les yeux de Catherine s'écarquillèrent, ses mains cessèrent de trembler. Pendant 30 secondes, elle resta immobile, l'esprit en marche. Puis sa voix changea, plus claire. « Il vous l'a dit. Votre père ne m'a rien dit, mademoiselle, mais j'ai des yeux. Je reconnais l'empoisonnement au mercure. Je connais les effets de l'usage prolongé de laudanum. Les femmes en bonne santé ne deviennent-on pas ainsi sans que quelqu'un y travaille avec acharnement ? Pourquoi dites-vous cela ? La suspicion revint. C'est un piège, vous me testez. Je vous dis que je peux vous aider à aller vraiment mieux, à retrouver un esprit clair, assez de force pour quitter cette pièce. Mais ce ne sera pas facile. Votre corps dépend de ces drogues depuis des années. L'arrêt sera douloureux. Vous souffrirez avant d'aller mieux, et votre père n'approuvera pas. Alors pourquoi le feriez-vous ? Ézéchiel plongea son regard dans le sien. Parce que j'ai mes propres raisons de vouloir que Silas Rutledge souffre, et la meilleure façon de le faire souffrir, c'est de lui rendre une fille assez saine pour se souvenir de tout et assez forte pour en parler. La vérité, dangereuse à dire, si directement. Mais Catherine n'était pas stupide, seulement brisée. Elle verrait à travers la manipulation. Mais une cause commune sincère, elle pourrait y croire. Vous voulez vous venger de mon père ? Oui, mademoiselle. Qu'est-ce qu'il vous a fait ? Il a vendu ma famille, ma femme et mes 2 enfants. Les a envoyés à la mort sans raison, juste pour prouver quelque chose à des hommes qui mesurent la valeur par la cruauté. Catherine encaissa, puis hocha lentement la tête. La confrérie, il les a vendus pour la confrérie. Pas une question. La confrérie, mademoiselle ? Vous ne savez pas. Elle rit, d'un rire presque fou. Vous apprendrez. Tout le monde apprend, tôt ou tard. Elle se pencha en avant. Si j'accepte, si je vous laisse m'aider, que se passe-t-il ensuite ? Vous guérissez, mademoiselle, et quand vous serez guérie, nous déciderons de la suite. J'ai ma vengeance à préparer. Vous avez la vôtre. Peut-être qu'elles coïncideront. Catherine le fixa intensément, puis parla. Je les veux tous morts. Mon père, le juge Pelham, le révérend Crenshaw, tous. Chaque homme qui se tenait dans cette cave. Je veux qu'il souffre médôme d'abord, qu'il sache moi que cela arrive, qu'il supplie. Puis, je veux qu'il meure. Le venin était saisissant, non par son intensité, mais parce qu'il venait d'une femme que l'on disait folle et inoffensive. Ce n'était pas de la folie, c'était de la rage, concentrée par des années d'oppression. Ézéchiel acquiesça. Alors nous avons un accord, mademoiselle Catherine. Si nous sommes des conspirateurs, utilisez mon nom. Je ne peux pas, mademoiselle, pas là où quelqu'un pourrait entendre. Nous devons être prudents. Alors sachez une chose, Ézéchiel. Les yeux de Catherine brillaient dangereusement. J'ai déjà tué 3 esclaves de maison qui auraient pas pu dire à mon père que j'avais des moments de lucidité. Je ne me souviens pas exactement comment. Le laudanum brouille tout, mais je sais que je l'ai fait. Ils ont disparu. Leurs familles ont cru qu'ils s'étaient enfuis. Elle eut un sourire terrible.
Donc si vous prévoyez de me trahir, de m'utiliser, puis de m'écarter, sachez que je ne suis pas une victime. Je suis bien pire. Un frisson glacé parcourut Ézéchiel. Il avait espéré une alliée, pas quelqu'un dont la capacité de violence pouvait dépasser la sienne. Mais il resta calme. « Je vous crois, mademoiselle, et je ne vous trahirai pas. » « Bien. » Catherine se leva plus fermement. « Alors commençons. Mais j'ai une condition. Quand tout cela sera fini, quand nous aurons eu notre vengeance, je veux mourir. Je ne veux pas vivre avec ce que j'ai vu et fait. Vous m'aiderez pour cela aussi. » D'accord. Ézéchiel ne s'attendait pas à cela, mais il était désormais engagé. D'accord. Alors nous avons un pacte. Catherine tendit sa main. Après une hésitation, Ézéchiel la serra. Sa poigne était plus forte qu'il ne l'aurait cru. Au cours de la semaine suivante, Ézéchiel entreprit le traitement de Catherine. Il réduisit progressivement son laudanum en remplaçant une partie par des décoctions de plantes. Valériane pour l'anxiété et le sommeil, camomille pour apaiser son estomac, chardon-marie pour aider son foie à éliminer les toxines accumulées. Le processus fut brutal. Catherine passa 3 jours au lit, fiévreuse, tremblante, vomissant. Ézéchiel resta à ses côtés, tenant la bassine, lui essuyant le visage avec des linges frais, lui parlant doucement pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Quand la crise fut passée, elle était faible, mais plus lucide qu'elle ne l'avait été depuis des années. Le tremblement constant diminua, son élocution s'éclaircit. Elle parvenait à se concentrer sur ses lectures. Alors commença le vrai travail. Ézéchiel lui fit marcher de courtes distances au début, de sa chambre jusqu'au bout du couloir et retour. Cela l'épuisait, mais il insista chaque jour pour aller un peu plus loin. Il ajusta son alimentation, apportant viande maigre et légumes au lieu de pâtisseries de lourdes. Les portions étaient maintenant strictement limitées, ce qu'elle supportait mal, après des années à se réfugier dans la nourriture. En travaillant sur son rétablissement physique, il parlait. Catherine lui raconta la cave, ce qu'elle avait vu à 12 ans. Elle le décrivit avec des détails qui retournirent dans l'estomac d'Ézéchiel, mais il l'écouta sans l'interrompre. Elle lui parla ensuite des années de gaslighting qui suivirent, son père convainquant tout le monde, y compris elle-même, qu'elle était folle, qu'elle inventait des souvenirs, que rien de ce qu'elle disait ne pouvait être cru. Elle lui parla enfin du journal qu'elle tenait en secret. Des pages consignaient les dates et les heures où son père sortait tard dans la nuit, les noms de visiteurs arrivés à des heures étranges, des sons venus d'en bas qui n'auraient donc jamais dû exister. Ézéchiel lui parla de sa famille, de Sarah, qui chantait en travaillant et qui, malgré le danger, apprenait à leurs enfants à lire, de Benjamin, qui à 8 ans savait faire des calculs qui étonnaient prendre les contremaîtres, de Ruth, qui aimait les fleurs et cueillait des plantes sauvages pour embellir leur cabane. Il lui raconta comment Silas était venu à la plantation de Virginie avec un mandat d'achat, comment il les avait inspectés comme du bétail, comment il avait accepté d'acheter les 3 pour un prix raisonnable, puis changé les termes au dernier moment, affirmant qu'il ne voulait que la femme et les enfants, pas Ézéchiel, comment il avait délibérément séparé la famille sans aucune nécessité, simplement parce qu'il le pouvait, et comment il avait souri en le faisant. Ézéchiel dit à voix basse, « C'est ce dont je me souviens le plus, mon fils pleurant, agrippé à ma jambe, suppliant. Ma femme essayant d'être forte, disant à Benjamin d'être courageux. Et ton père souriait, comme si cela lui plaisait de causer cette douleur. » Catherine l'écouta avec des yeux soudainement clairs. « Je suis désolé. Je sais que ce mot ne suffit pas, mais je suis désolé de ce que tu as souffert à cause de ce qu'est mon père. Vous n'êtes pas responsable de ces actes, mademoiselle. Non, mais je suis responsable de ce que je ferai maintenant. Et je te le promets, Ézéchiel. Il paiera pour ce qu'il t'a pris. Ils paieront tous. » L'annonce officielle était prévue pour le 29 avril. 41 personnes se rassemblèrent dans la salle à manger du Cypress Grove pour ce que les invitations décrivaient comme une importante annonce familiale. L'élite du comté arriva en calèche. Le juge Pelham avec son épouse Eleanor. Le révérend Crenshaw avec sa fille.
Marcus Fanning et sa famille, Benjamin Lial de la banque. Le repas fut somptueux. Huîtres, canards rôtis, multiples plats de riz, patates douces, pain frais, un gâteau imposant en dessert. Tout au long du dîner, Catherine resta assise à la droite de son père, mangeant peu, parlant quand on lui adressait la parole, mais n'initiant rien. Ézéchiel servait avec les autres esclaves domestiques, se déplaçant en silence, remplissant les verres, débarrassant les assiettes. Invisible pour la plupart des invités, il écoutait chaque mot, observait chaque geste, mémorisait chaque détail. Après le dessert, Silas se leva et tapa son verre. « Mes amis, merci d'être venus. Comme vous le savez, Catherine a été malade pendant des années. Nous avons essayé tous les traitements, des médecins de Charleston, un spécialiste de Philadelphie. Rien n'a aidé jusqu'à récemment. » Il fit un geste vers Ézéchiel. « Il y a 2 semaines, j'ai fait venir Ézéchiel, qui connaît les plantes médicinales. Comme vous le voyez, Catherine va beaucoup mieux. Elle est plus claire, plus calme, plus elle-même que depuis de longues années. » Un murmure poli parcourut la table. Catherine garda un visage neutre, mais Ézéchiel vit ses mains crispées sur sa serviette sous la table. « Cette amélioration, poursuivit Silas, nous a conduit à une décision difficile. Catherine nécessite des soins continus, plus intensifs que ce que notre foyer peut fournir. Après mûre réflexion, j'ai décidé qu'Ézéchiel aura désormais l'entière responsabilité du bien-être de ma fille. Il aura autorité totale sur son traitement, ses activités quotidiennes et ses conditions de vie, à partir de ce jour. » Les murmures changèrent de ton, de la confusion désormais. Plusieurs invités échangèrent des regards. Le visage de Madame Pelham exprima la stupeur. Marcus Fanning prit la parole. « Silas, je ne comprends pas. Vous placez votre fille sous la garde d'un esclave, de façon permanente? Je la confie à celui qui a réussi là où les autres ont échoué. La santé de ma fille importe plus que les conventions sociales. » « Mais enfin, intervint prudemment le révérend Crenshaw, il y a d'autres options, une compagne, une infirmière, quelqu'un de plus approprié. » Le visage de Silas se durcit. « Ma décision est prise. Catherine est d'accord. N'est-ce pas, ma fille ?» Tous les regards se tournèrent vers Catherine. C'était le moment où elle pouvait refuser, tout révéler, faire s'écrouler l'édifice. Mais elle sourit, petit sourire contrôlé, sans rien trahir. « J'ai confiance en mon père. Ézéchiel a été bon, et ses traitements m'aident. Je suis satisfaite de cet arrangement. Parfaitement livré. » Mais Ézéchiel vit ce que les autres ne voyaient mieux pas. Ses jointures blanchies sur la serviette, l'éclair dans ses yeux qui promettaient la violence. Elle jouait son rôle, la fille obéissante. Mais à l'intérieur, elle hurlait. La soirée se poursuivit dans une conversation malaisée. Certains invités partirent tard. D'autres restèrent pour parler à Silas en privé, posant des questions qu'il ne voulait mêler pas publiques. Ézéchiel capta des bribes. « Êtes-vous certain que c'est sage? Que dira-t-on? La confrérie n'approuvera pas si cela devient public. » Cette dernière phrase du juge Pelham dit à voix basse près du bureau. La réponse de Silas fut trop faible pour être entendue. Mais quoi qu'il ait dit, Pelham hocha la tête et lui tapa l'épaule. À minuit, tous les invités étaient violés partis. Catherine se retira dans sa chambre. Silas alla dans son bureau. Ézéchiel aida à ranger, puis monta à l'étage. Il frappa doucement à la porte de Catherine. « Entrez !» Elle était assise près de la fenêtre, toujours en robe de soirée, regardant les terres de plonger dans l'obscurité. Elle ne se retourna pas. « C'est fait alors, je suis officiellement ta responsabilité, la propriété d'une propriété. Quelle absurdité! Comment vous sentez-vous, mademoiselle? J'ai envie de brûler cette maison avec tout le monde dedans, mais nous devons être patients. N'est-ce pas ce que tu m'enseignes? Oui, mademoiselle. J'ai accepté parce que je veux qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils croient que ce n'est qu'une excentricité de mon père. Je veux qu'ils m'oublient même pendant que nous travaillons. » Elle se tourna vers lui. « As-tu vu leur visage? Le dégoût, la pitié. Ils me croient pathétique. Ils n'ont aucune idée de ce que nous préparons. » « Et que préparons-nous exactement, mademoiselle ?» Catherine alla à sa commode
et sortit une boîte en bois. À l'intérieur, des papiers couverts de son écriture. J'ai tout noté depuis des années. Date, nom, description de rituel, codé pour que cela paraisse du charabia, si quelqu'un les trouve. Mais je peux les déchiffrer. Nous avons assez pour faire tomber 20 hommes. Et nous croira-t-on, mademoiselle, une femme à peine remise de sa folie et un esclave? Non, c'est pourquoi il nous faut des preuves irréfutables. Elle sortit une page précise. Je sais où ils gardent leur registre. La confrérie tient un livre de compte de toutes les activités. Chaque rituel, chaque sacrifice, la participation de chaque membre. Cela garantit que chacun est également coupable. Mon père en a parlé il y a des années, avant de réaliser que je m'en souviendrais. Où se trouve ce registre? Dans la cave. Il y a une pièce cachée derrière la salle principale. Je n'y suis jamais entré, mais je les ai entendus en parler. C'est là qu'ils gardent ce qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Ézéchiel ressentit un mélange d'excitation et de crainte. Un tel registre serait une preuve dévastatrice, mais l'obtenir signifiait pénétrer au cœur du domaine de la confrérie. Il faudra agir quand la maison sera vide. Mon père voyage chaque mois à Charleston pour affaires. Son prochain départ était le 14 mai. Il sera absent 3 jours. Cela nous laisse 2 semaines pour préparer. Nous avons besoin du plan complet de la cave, chaque pièce, chaque cachette. Je peux aider, j'y pense depuis 16 ans. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Ils passèrent 1 heure à échanger des détails, à voix basse. Catherine dessina la cave de mémoire. Ézéchiel demanda les gardes, les clés, les horaires des esclaves. Quand il quitta sa chambre, il était près de 2 heures du matin. Dans sa petite chambre, l'esprit en tumulte, il sortit le papier où étaient inscrits les noms de sa famille et le contempla à la lueur de la chandelle. « Je fais cela pour vous, pour Sarah, pour Benjamin, pour Ruth, pour tous ceux qui ont souffert parce que des hommes comme Silas Rutledge croyaient que le pouvoir leur donne le droit de détruire des vies. » Il souffla la flamme et resta dans le noir, écoutant la maison craquer. Quelque part en dessous, dans une cave qu'il n'avait jamais vue, reposaient des secrets capables de déchirer les familles les plus puissantes de Caroline du Sud. Dans 2 semaines, il y descendrait pour les trouver. Les 2 semaines passèrent dans un calme trompeur. Catherine continuait de s'améliorer. Elle maigrissait, mais son esprit restait vif. Elle marchait plus loin chaque jour. Plus important encore, elle traduisait pour Ézéchiel des sections de ses journaux codés, révélant des détails sur la confrérie qui glacèrent son sang. La confrérie n'était pas unique au comté de Colatan. Elle faisait partie d'un réseau plus vaste dans tout le Sud. Des sociétés connectées à Charleston, Savannah, la Nouvelle-Orléans, Richmond, des noms différents, mais toujours la même structure. Des hommes riches, convaincus que leur pouvoir venait de pratiques anciennes, de domination et de sacrifice. Ils croient d'y poursuivre des traditions millénaires, expliqua Catherine un après-midi. Des cultes à mystère européens mêlés à des savoirs appris des esclaves. Ils ont perverti tout cela en quelque chose de monstrueux, une justification pour ce qui n'en a aucune. Et les sacrifices n'étaient pas toujours humains, parfois des animaux, mais d'autres fois des personnes qui ne manqueraient à personne, des esclaves sans famille, des blancs pauvres, égarés sur leur terre. Un jour, j'ai entendu mon père mentionner un enfant, mais je ne sais pas si c'était au sens littéral. Où vont les corps? Dans les marais de chaque plantation. On y jette les corps, et on ne les retrouve jamais. Les alligators font le reste, et ce registre en témoigne. Chaque rituel depuis 40 ans. Nom, date, description. Ils le gardent parce qu'ils ont besoin de complicité mutuelle. Chacun également coupable. Ainsi, aucun ne peut dénoncer les autres sans s'anéantir lui-même. Le 14 mai arriva. Silas partit tôt le matin pour Charleston, emmenant sa calèche et son domestique. Il devait loger chez des associés, régler des affaires, revenir le soir du 16. Cela leur donnait presque 3 jours complets. Ils attendirent la nuit avant d'agir. La maison tomba dans sa routine du soir. Vers 10 heures, le silence régna.
Ils se retrouvèrent dans la chambre de Catherine. Elle avait quitté sa robe de jour pour de simples vêtements sombres, pratiques pour se mouvoir. Ses cheveux étaient nus tirés en arrière. Elle ressemblait à une guerrière se préparant au combat. « Êtes-vous sûre, mademoiselle ? » »« Je n'ai jamais été aussi sûre. Allons-y. » L'entrée de la cave se trouvait dans la cuisine, derrière le garde-manger. Une porte ressemblant à un panneau de bois. En appuyant au bon endroit, elle céda dans un clic, révélant un escalier étroit qui descendait dans l'obscurité. L'odeur les frappa immédiatement. Terre humide, fumée ancienne et quelque chose d'organique, de pourri. Catherine remarqua la réaction d'Ézéchiel. On finit par s'y habituer. J'aimerais dire que l'odeur disparaît, mais ce serait mentir. Ils descendirent prudemment. Ézéchiel tenait une lanterne voilée, lumière minimale. Les marches de bois craquaient, raides et usées. Après une vingtaine de pas, ils atteignirent dans le bas. La cave était plus grande qu'ils ne l'avaient imaginé. Environ 10 mètres de côté, plafond bas, soutenu par de lourdes poutres. Le sol de terre battu, les murs de pierre suintant d'humidité. Au centre, ce que Catherine appelait l'autel, mais qui ressemblait désormais à une lourde table de bois. Pourtant, les taches sombres sur sa surface et les rainures gravées sur les bords racontaient leur propre histoire. Tout autour, des chandeliers, des jarres scellées de cire, des caisses de bois, un râtelier où pendaient des robes noires bordées de cramoisis. Contre un mur, des étagères couvertes de livres et de papiers. Catherine avançait comme si elle suivait une carte mémorisée. Elle mena Ézéchiel vers le fond, où les pierres ne paraissaient solides. Elle appuya sur l'une d'elles. Un déclic, puis une section pivota. Une chambre secrète apparut. Plus petite, 3 mètres sur 3. C'est là que la confrérie gardait ses secrets. Le registre reposait sur un lutrin au centre. Massif, 60 centimètres de haut, relié de cuir sombre, cerclé de fermoirs métalliques. À côté, des journaux plus petits. Au mur, des étagères remplies de bocaux qu'Ézéchiel préféra ne pas examiner de trop près. « Voilà ce qu'il nous faut », murmura Catherine en désignant le registre. Ézéchiel s'approcha et l'ouvrit avec précaution. Les pages épaisses, couvertes d'une écriture méticuleuse. Noms et dates remontant à 1800. Description des rituels écrites avec froideur clinique, comme des expériences scientifiques plutôt que des atrocités. À chaque ligne, son horreur grandissait. Ces hommes n'avaient jamais pas commis de simples violences occasionnelles. Ils en avaient l'âme fait un système. Réunions régulières toutes les 6 semaines, rituels calqués sur les cycles agricoles, persuadés que la terre nourrie de sang donnait plus. Au moins 37 morts recensés, sans doute davantage. Principalement des esclaves, mais aussi des blancs sous-pauvres, des autochtones, toute personne vulnérable. Et il y avait des notes sur la consommation. Ils n'avaient y pas seulement tué, ils avaient y mangé. Des morceaux de victimes préparés rituellement, consommés lors de repas censés transmettre puissance et force. « Mon Dieu !» souffla Ézéchiel, « c'est pire que je ne l'imaginais. »« Je t'avais prévenu, » répondit Catherine d'une voix glaciale. « J'ai vu quand j'avais 12 ans. J'ai vu couper cette femme sur l'autel. J'ai vu mon père lever une coupe et boire. Puis j'ai passé 16 ans à entendre que j'étais folle, que j'avais tout inventé. Mais j'ai toujours su. » Ézéchiel tourna frénétiquement les pages, cherchant la trace de sa famille. Il trouva en octobre 1838 3 lignes. Achat d'une unité familiale, Virginie. Femme, Sarah. Enfant. Benjamin, Ruth. Séparation du mâle pour démontrer la résolution. Transfert au contact d'Alabama. Paiement reçu. 3 lignes. Voilà tout ce que valait la destruction de sa famille. « Il faut emporter ce livre, » dit-il, la voix serrée de rage. « Non. » Catherine posa sa main sur son bras. « Si nous le prenons, ils s'en apercevront aussitôt. Nous devons d'abord copier les passages essentiels. » Elle avait raison, mais Ézéchiel voulait tout brûler. La vengeance exigeait patience, être plus malin que l'ennemi. Ils travaillèrent 3 heures. Catherine avait apporté papier et encre. Elle copia des rituels, nommant des membres actuels. Ézéchiel nota les victimes,
dressant une liste qui pourrait être recoupée avec d'autres archives. Travail épuisant, rendu insupportable par le contenu. Plusieurs fois, Ézéchiel dut s'arrêter, les mains tremblantes. Catherine, une fois, quitta la pièce, submergée par les souvenirs. Mais ensemble, lentement, ils bâtirent dans leur dossier. Page après page. Ils étaient si absorbés qu'ils n'entendirent pas les pas dans l'escalier. Le premier signe fut l'éclat d'une lumière bien plus vive que leur lanterne. Ézéchiel leva brusquement la tête, le sang glacé. Silas Rutledge se tenait dans l'embrasure, flanqué de 2 hommes. Derrière eux, au moins 4 silhouettes. « Je dois avouer, » dit Silas d'un ton calme, « je suis impressionné. Je ne pensais pas que vous trouveriez la chambre intérieure. » Catherine se redressa lentement, se plaçant entre son père et Ézéchiel. « Vous étiez censé être à Charleston. C'est vrai, mais je n'ai jamais cru à votre miraculeuse guérison. Alors j'ai pris mes précautions. Je suis parti ce matin. Oui, mais je suis revenu cet après-midi. J'ai observé la maison toute la soirée, attendant de voir ce que vous feriez. » Il entra, les 2 hommes bloquant la sortie. « Pensiez-vous vraiment que je n'anticiperais pas cela? Que je ne prévoirais pas votre vengeance? Vous m'empoisonnez depuis 16 ans. » La voix de Catherine resta ferme. « Et vous pensiez que j'accepterais cela sans rien faire? J'attendais que vous compreniez que c'était nécessaire. Vous aviez vu ce que vous n'auriez jamais dû voir, enfant. Vous ne pouviez pas comprendre. Je ne pouvais pas laisser tout s'effondrer. J'avais 12 ans et j'ai vu mon père assassiner une femme et manger sa chair. Ce n'était pas de la peur, père. C'était une réaction normale devant le mal. » « Le mal? Un mot bien simpliste, » rétorqua Silas en avançant. « Et toi, dit-il à Ézéchiel, tu t'es servi de ma fille pour m'atteindre, remplissant sa tête de rêves de vengeance. » Ézéchiel se tut, évaluant les distances, les chances. 7 contre 1, avec Catherine incapable de se battre. Aucune issue. Silas lut ses pensées. « N'agis pas stupidement, je ne veux pas vous blesser, pas gravement, mais je ne peux pas tolérer cette rébellion. » Il fit signe. « Amenez-les. » Ils furent conduits dans le bureau de Silas, enfermés. Pas de fenêtre, porte massive verrouillée. Sitôt seule, Catherine sortit de son corsage les papiers copiés. « Il ne m'a pas fouillé, trop sûr de lui. J'ai réussi à sauver ça. Cela ne servira à rien si nous sommes de mort. Nous ne mourrons pas cette nuit. Mon père voudra m'épargner s'il le peut. Je suis encore son sang. C'est notre levier. » Au fil de l'heure, ils entendirent des voix dans le couloir, des arrivées. La confrérie se rassemblait. Enfin, la porte s'ouvrit. Marcus Fanning entra, visage sombre. « Ils vous attendent. Venez sans résistance, et il ne vous sera fait aucun mal. » On les ramena à la cave. Cette fois, la salle principale avait été transformée. Les 13 membres présents, en robes rituelles. Des bougies dans chaque chandelier. L'autel recouvert d'un drap cramoisi. 13 chaises en cercle parfait, toutes occupées, sauf celle de Silas à la tête. Catherine et Ézéchiel furent placés au centre. Silas abaissa sa capuche. « Frère de la moisson, merci d'être venu. Nous faisons face à une crise. Ma fille et son associé ont découvert notre chambre intérieure. Ils ont vu le registre. Ils copiaient des extraits quand je les ai surpris. Le juge Pelham prit la parole. Alors ils doivent être réduits au silence. Définitivement. Ce n'est pas compliqué. »« Je ne suis pas d'accord, » répondit Silas en levant la main. « Ma fille, c'est mon sang. Je ne peux l'éliminer sans avoir épuisé d'autres voies. Et cet homme représente une opportunité. » « Quelle opportunité ?» demanda le révérend Crenshaw. « Tester ce que je soupçonne depuis longtemps, qu'on peut amener quelqu'un à rejoindre notre œuvre par ses propres actes, si on lui en présente le cadre. » Silas se tourna vers Ézéchiel. « Tu veux te venger de moi. Tu veux me détruire pour ce que j'ai fait à ta famille. Je comprends. Mais si je t'offrais une autre forme de vengeance, plus profonde, plus signifiante? » « Je ne comprends pas, » répondit Ézéchiel prudemment. « Je t'offre d'entrer dans la fraternité. Pas comme un égal, car nous n'acceptons pas les hommes de couleur comme membres, à part entière, mais comme associés. Tu assisteras à nos rassemblements, tu participeras aux rituels et, en échange,
je t'offrirai ce que tu désires le plus. Ma famille est morte, tu ne peux pas me rendre ce que j'ai perdu. Non, mais je peux t'offrir la vengeance contre ceux qui les ont détruits. Le planteur en Alabama qui a fait travailler ta femme et tes enfants jusqu'à la mort. Il s'appelle Edward Gaines. Il ne fait pas partie de la fraternité. Il n'a aucune protection. Si tu nous rejoins, si tu prouves de ta loyauté, je te donnerai les moyens de le détruire. Argent, information, tout ce qu'il faudra pour qu'il souffre comme toi tu as souffert. L'offre resta suspendue dans l'air, obscène dans son calcul. Rejoindre les hommes qui avaient détruit sa famille pour se venger d'un autre monstre. « Et si je refuse ?» demanda Ézéchiel. « Alors toi et Catherine, vous mourrez ce soir. Vos corps finiront dans le marais. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé. Les papiers copiés par Catherine seront brûlés, ses journaux détruits, et tout continuera comme toujours. » Silas ouvrit les bras. « Mais si tu acceptes, tu vis. Catherine vit. Tu obtiens ta vengeance. Tout ce que cela coûte, c'est ton âme. » Ézéchiel regarda Catherine. Son visage était pâle, mais elle secoua imperceptiblement la tête. « Ne fais pas ça. Quoi qu'il arrive, ne deviens pas l'un d'eux. » Mais Ézéchiel pensait déjà à accepter. Entrer dans leur organisation, gagner du temps, récolter plus de preuves. Il demanda. « Et elle, qu'adviendra-t-il d'elle ? Elle retournera dans sa chambre, reprendra ses médicaments, oubliera ce qu'elle a dit vu. Sinon, elle meurt avec toi. » « Non, » coupa Catherine d'une voix ferme. « Je n'oublierai plus. Je ne serai plus réduite au silence. Tue-moi si tu dois, père, mais je ne prétendrai plus ignorer ce que tu es. » L'expression de Silas se durcit. « Alors tu as fait ton choix. »« Attends, » lança Ézéchiel précipitamment. « J'accepte, mais à une condition. Catherine doit être libre, pas enfermée ici. Libre de quitter cette maison, la Caroline du Sud, avec de l'argent pour recommencer ailleurs. Si tu acceptes cela, je vous rejoins. » Plusieurs membres secouèrent tort la tête, mais le juge Pelham intervint. « Le garçon a raison, la fille est déjà brisée. Même si elle parlait, qui la croirait? Mais un homme prêt à nous rejoindre, à devenir complice, voilà qui a de la valeur. Cela prouve que notre pouvoir s'étend même à ceux qui nous haïssent. » Silas réfléchit, puis acquiesça. « Soit. Catherine sera envoyée vers le nord. J'ai des contacts à Philadelphie qui la prendront en charge. Elle aura une nouvelle identité et une pension, mais elle ne devra jamais revenir en Caroline du Sud, ni contacter qui que ce soit de son ancienne vie. Ici, elle sera considérée comme morte. »« Non, » protesta Catherine en fixant Ézéchiel, « je ne t'abandonnerai pas. »« D'accord, » l'interrompit-il froidement. « Elle part libre, j'entre parmi vous. Alors nous avons un accord. Catherine partira demain. Ton initiation aura lieu dans 3 semaines, lors du prochain rassemblement. Jusque-là, tu resteras à Cypress Grove, sous surveillance. Si tu tentes de fuir ou de contacter quelqu'un, le pacte sera rompu et vous mourrez tous deux. Compris ? » Ézéchiel hocha la tête. Catherine voulut protester, mais il croisa son regard et lui fit signe discrètement. « Fais-moi confiance. » Le lendemain, à l'aube, une voiture fermée emmena Catherine. Ézéchiel l'observa depuis la fenêtre de sa cabane, jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans les arbres. Il n'avait mieux pas été autorisé à se dire adieu. Mais la veille au soir, en quittant la pièce, elle s'était retournée une fois vers lui. Dans ses yeux, il avait lu l'essentiel. Elle savait. Elle savait qu'il ne s'était pas réellement soumis, qu'il jouait une stratégie, pas une défaite. Les 3 semaines suivantes furent les plus longues de la vie d'Ézéchiel. Sous surveillance constante, 2 contremaîtres l'accompagnaient partout. Il n'avait pas le droit de quitter le domaine. On lui donnait des tâches insignifiantes pour l'occuper, mais il avait aussi accès à la maison principale, au bureau de Silas, à la cave où se tiendrait le prochain rituel. Il le surveillait, oui, mais il le mettait aussi à l'épreuve. Il ne fit rien. Il joua son rôle, un homme brisé, pragmatique, silencieux et obéissant. Mais en secret, il observait tout, mémorisait les routines, repérait qui parmi les esclaves était digne de confiance, quel contremaître était Zoet cruel, quels membres de la fraternité venaient-en régulièrement. Il construisait une carte mentale du système à la recherche de failles.
Et la nuit, seul, il réfléchissait. Son initiation le rendrait complice. Ils exigeraient de roi de lui qu'il participe à une atrocité. Il se demandait jusqu'où il pouvait aller, quelles limites il refuserait de franchir, même pour sa vengeance. Il n'avait pas de réponse claire. Le 2 juin, la veille de son initiation, Silas frappa à la porte de sa cabane en pleine nuit. Ézéchiel ouvrit et le trouva seul, debout dans l'ombre. « Je peux entrer » Ézéchiel s'écarta. Silas entra, observa la pièce nue, puis s'assit sans invitation. « Demain, tu deviendras l'un de nous. Pas pleinement, jamais pleinement, mais assez. Je veux que tu comprennes ce que cela signifie. Je sais ce que j'ai accepté. Vraiment ? La fraternité existe depuis 43 ans. Jamais nous n'avons été trahis. Jamais un membre n'a rompu le silence. Sais-tu pourquoi ? Parce que vous êtes tous coupables. En partie, oui, mais aussi parce que nous nous protégeons entre nous. Un homme entre dans la fraternité et soudain, des portes s'ouvrent. Affaires, justice, pouvoir. Nos ennemis tombent. Nous ne sommes pas seulement une société, Ézéchiel. Nous sommes un réseau qui s'étend sur tout le Sud. Une fois dedans, même comme associé, tu auras accès à des ressources que tu n'imagines pas. Et en échange, je t'aide à tuer. Silas ne broncha pas. En échange, tu nous aides à maintenir l'ordre naturel. Les forts dominent les faibles, les puissants dominent les impuissants. Le monde a toujours fonctionné ainsi. Nous n'avons fait que l'accepter et l'exploiter. Tu as tué ma famille pour prouver ton engagement envers cet ordre. Oui, et je le referai. Parce que le sentiment est faiblesse, l'amour était faiblesse. Le jour où tu tiens plus à des individus qu'au pouvoir, tu es déjà perdu. Il se pencha vers lui. Mais comprends bien, ta famille est morte, rien n'y changera. Mais tu peux faire en sorte que leur mort ait un sens. Avec nous, tu pourrais adoucir les conditions, plaider pour moins de brutalité. Tu aurais une voix à notre table. C'était presque convaincant. Presque. Mais Ézéchiel savait que c'était un piège. Le moment où il participerait au rituel, il serait compromis. Le moment où il accepterait leur pouvoir, il en serait corrompu. « Pourquoi me dis-tu tout cela » demanda-t-il. « Parce que je veux que tu réussisses, parce qu'avoir ton alliance vaut mieux que t'avoir pour ennemi, parce que j'ai tué ta famille, mais je ne veux pas te tuer, toi. » Silas se leva. « Demain soir, on te demandera de faire quelque chose de difficile. Cela prouvera si tu étais vraiment engagé. Quoi qu'on exige de toi, fais-le. N'hésite pas. Ne montre pas de faiblesse. Si tu échoues, toi et Catherine mourrez. Oui, je sais qu'elle n'est pas à Philadelphie. Je sais qu'elle se cache, préparant sa vengeance. Mais mes hommes la surveillent. Le jour où elle se montrera, si tu n'as pas fait tes preuves, elle sera tuée. » Un froid glacial envahit Ézéchiel. Catherine était vivante, mais en danger, et son sort dépendait de ce qu'il ferait demain. « J'ai compris, » dit-il d'une voix basse. Silas acquiesça et sortit sans un mot de plus. Ézéchiel resta seul dans l'obscurité, prisonnier d'une situation impossible. Il devait participer à quelque chose de monstrueux demain. Il devait se prouver au monstre. Il devait devenir complice du mal, ou il devait trouver une autre voie, une troisième option que ni Silas ni la confrérie n'avaient anticipée. Il sortit le papier avec les noms de sa famille et les regarda à la lumière de la lune traversant la fenêtre. « Pardonnez-moi, murmura-t-il, pour ce que je m'apprête à faire, pour ce que je dois devenir. Je vous promets que ce ne sera pas en vain. » La réunion commença à minuit le 3 juin. Ézéchiel fut conduit à la cave par 2 membres de la confrérie qui le déshabillèrent jusqu'à la taille et lui attachèrent les mains derrière le dos. Ils le menèrent dans la chambre, éclairée aux chandelles, où les 13 membres attendaient, vêtus de leurs robes. Silas se tenait à la tête de l'autel. « Frères de la moisson, ce soir nous procédons à une initiation sans précédent dans notre histoire. Nous introduisons dans notre cercle un homme qui a toutes les raisons de nous haïr, un homme qui a tout perdu à cause de ce que nous représentons. Nous faisons cela pour prouver que notre pouvoir s'étend même à nos ennemis, que quiconque peut être amené dans le cercle si le prix est juste. » Il fit un geste,
et 2 autres membres de la confrérie amenèrent une silhouette ligotée et bâillonnée qui se débattait faiblement. Ils déposèrent la personne sur l'autel et reculèrent. C'était une jeune femme, esclave, peut-être âgée de 18 ou 19 ans, terrifiée. « Voici ton épreuve, Ézéchiel, » dit Silas. « Pour nous rejoindre, tu dois participer à notre rituel. Tu dois prendre le couteau et porter la première entaille. Tu dois prouver que ton désir de vengeance contre Guen est plus fort que tes objections morales à nos méthodes. Si tu refuses, tu meurs ici ce soir. Si tu acceptes, tu deviens l'un des nôtres et nous t'aidons à détruire l'homme qui a tué ta famille. » Les autres membres commencèrent à chanter des sons rythmés dans une langue qu'Ézéchiel ne reconnut pas. Les chandelles vacillaient, les ombres dansaient sur les murs. Silas tendit un couteau, longue lame, manche de cuir aiguisée. « Prends-le, fais ton choix. » Ézéchiel regarda la femme sur l'autel. Elle pleurait, essayant de crier à travers le bâillon. Leurs yeux se croisèrent. Dans les siens, il vit chaque personne asservie, ayant jamais souffert aux mains d'hommes comme les membres de la confrérie. Il vit Sarah, Benjamin, Ruth. Il se vit lui-même. Il regarda le couteau, Silas, les 13 hommes attendant de voir ce qu'il ferait. C'était le moment décisif, le point où il deviendrait un monstre, ou mourrait en résistant. Mais il y avait une troisième option, celle qu'il préparait depuis 3 semaines, qui exigeait un timing parfait et un engagement absolu. Il prit le couteau. Les membres de la confrérie hochèrent la tête, approbateurs. Silas sourit. Le chant s'intensifia. Ézéchiel s'avança vers l'autel. Les yeux de la femme s'écarquillèrent de terreur. Il leva le couteau et se dirigea non pas vers la femme, mais vers le membre le plus proche de la confrérie. La lame brilla dans la lumière des chandelles et s'enfonça dans la gorge de l'homme avant que quiconque puisse réagir. Le sang jaillit. L'homme s'effondra. Ézéchiel saisit la robe du membre tombé et la retira d'un geste. Il la lança sur les chandelles les plus proches, plongeant la moitié de la pièce dans l'obscurité. Le chaos éclata. Il se mouvait dans la confusion comme l'incarnation de la violence. Des années de rage concentrées en action. Il saisit un autre homme, l'utilisa comme bouclier, alors que quelqu'un lui assénait un coup, jeta le corps sur 2 autres membres, les emmêla, donna un coup de pied à un genou, entendit un os craquer, saisit un chandelier et l'abattit sur un visage. Les membres étaient des hommes puissants, mais pas des combattants. Ils étaient mous, privilégiés, habitués à ce que d'autres fassent la violence pour eux. Ézéchiel n'était rien de tout cela. Il se précipita vers l'autel où la femme gisait, la saisit, coupa ses liens avec le couteau qu'il avait réussi à garder. « Courez !» cria-t-il vers l'escalier. « Courez !» Elle s'élança de l'autel et s'enfuit. Ézéchiel se retourna vers les membres restants, 7 debout, bloquant l'escalier. « Vous avez commis une terrible erreur, » dit Silas, sa voix stable malgré le carnage. « Vous vous êtes condamné vous-même et Catherine. »« Peut-être, » répondit Ézéchiel, « mais je vais en emmener autant de vous que je peux. » Ce qu'il ne savait pas, c'était que dans la maison principale, Catherine était revenue. Elle n'était jamais allée à Philadelphie. Elle s'était cachée dans les quartiers des esclaves, attendant, planifiant, rassemblant des alliés parmi les esclaves de Cypress Grove. Quand elle entendit le tumulte dans la cave, quand elle vit la jeune femme s'élancer hors de la cuisine en criant, elle sut que le moment était venu, le jugement. Catherine avait passé 3 semaines à recruter. Elle avait circulé de plantation en plantation sous couvert de la nuit, parlant aux esclaves qu'elle connaissait depuis toujours, qui l'avaient vu grandir, qui avaient souffert sous la propriété de son père. Elle leur raconta la confrérie, la cave, les rituels, et leur dit que cette nuit serait celle où ils pouvaient y mettre fin. 23 personnes vinrent, hommes et femmes, n'ayant plus rien à perdre, ayant perdu des enfants au rituel de la confrérie, vu des amis disparaître dans les marais, enduré des décennies de brutalité de la part d'hommes se croyant intouchables. Ils étaient armés d'outils des champs, haches, faux, marteaux. Ils venaient avec une rage accumulée pendant des générations. Quand la jeune femme sortit de la cave, Catherine les conduisit à l'intérieur. Les membres d'hommes de la confrérie
encore en train d'essayer de maîtriser Ézéchiel, ne les entendirent pas arriver à temps. Les esclaves envahirent la cave comme une marée. Il n'y eut aucune pitié, aucune hésitation. Ces personnes avaient été toute leur vie traitées comme des biens, leur souffrance ignorée, leur vie sans valeur. Maintenant, elles prouvaient dans combien ces croyances étaient fausses. La confrérie tenta de se battre. Le juge Pélum sortit un pistolet, mais fut abattu avant de pouvoir tirer. Le révérend Crenshaw supplia de la clémence et n'en reçut aucune. Marcus Fanning tenta de fuir par l'escalier et fut ramené de force. Silas Rutledge, voyant tout s'effondrer autour de lui, tenta un dernier geste désespéré. Il saisit Catherine, la tenant contre lui, avec un couteau sous la gorge. « Arrêtez, arrêtez, ou je la tue !» La pièce se figea. Catherine regarda son père sans peur. « Tuez-moi, ça ne change rien. Vous avez déjà perdu. Je peux encore m'échapper. Vous ne pouvez rien. » La voix de Catherine était glaciale. 16 ans à essayer de me briser, à me faire oublier, à me convaincre que j'étais folle. Vous avez échoué. Je me souviens de tout. Et je vais vous voir mourir. Elle fit un violent coup de coude dans ses côtes. Sa prise se relâcha. Elle se dégagea. Et avant que Silas ne se reprenne, Ézéchiel était là. Ils se firent de face, l'esclave et le propriétaire de plantation. Tout le pouvoir que Silas avait eu, tous les privilèges et la cruauté, toutes ces années à se croire intouchable. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. « Tu m'as tout pris, » dit Ézéchiel doucement. « Ma femme, mes enfants, ma vie. Tu l'as fait sans raison, juste pour prouver quelque chose à des hommes qui valorisent la cruauté plutôt que l'humanité. »« S'il te plaît, » dit Silas, juste ce mot, pathétique et désespéré. Ma femme a-t-elle dit « S'il te plaît » ? Mon fils ? Les gens que tu as tués dans cette cave ? Ézéchiel secoua la tête. Aucune pitié. Pas pour toi. Jamais. Ce qui suivit fut brutal et final. Les esclaves firent en sorte qu'aucun membre de la confrérie ne survive. 13 hommes qui se croyaient au-dessus des conséquences apprirent dans leurs derniers instants que le pouvoir est une illusion, que la cruauté finit toujours par revenir. Quand ce fut terminé, Catherine se tenait au centre de la cave, entourée de corps. Elle tremblait, non de peur, mais de libération. 16 ans de rage enfin exprimés. Ézéchiel vint vers elle. « Es-tu blessé ? » ?»« Non. »« Et toi ?» ?»« Quelques égratignures. Rien de sérieux. » Il regarda le carnage autour de lui. « Et maintenant ? » ?»« Maintenant, » répondit Catherine avec un sourire sombre. « Maintenant, on brûle tout. La cave, le registre, les preuves. On détruit toute trace de ce qui s'est passé ici. Mais ces preuves auraient pu montrer ce qu'ils avaient en effet. Pouvoir rendre justice. »« Justice ?» ricana Catherine amèrement. « Regarde autour de toi. C'est la justice, la seule justice que nous aurons jamais. Et si nous essayons d'apporter ce registre aux autorités, que se passe-t-il ? Nous serions traqués et tués. Les membres survivants de la confrérie dans les autres comtés viendraient mieux pour nous. Tout cela ne se termine que si tout le monde croit que le chapitre de Cypress Grove est mort dans un accident. S'il n'y a pas de preuves, pas de témoins, pas d'histoire à raconter. » Elle avait raison, et Ézéchiel le savait. Alors il brûlerait son tout. Ils passèrent les 2 heures suivantes à préparer. Les esclaves qui les avaient aidés partirent avant l'aube, disparaissant vers leurs plantations respectives. Ils ne diraient rien, n'avaient rien vu, ne savaient sauter rien. C'était ainsi que fonctionnait la survie. Catherine et Ézéchiel versèrent de l'huile dans la cave, empilèrent dans le bois et le petit bois, placèrent dans les corps de manière à ce qu'ils ressemblent à un accident si quelqu'un enquêtait. Puis, ils prirent d'eau le registre et tous les journaux et les placèrent au centre de l'autel. « Attends, » dit Ézéchiel. Il ouvrit le registre une dernière fois et trouva les entrées concernant sa famille. Il déchira soigneusement ses pages et les plia, les glissant à l'intérieur de sa chemise. Pour eux, afin qu'ils ne soient pas oubliés. Catherine hocha la tête, puis elle prit une chandelle et la plaça contre le bois, imbibé d'huile. Le feu prit immédiatement. En quelques minutes, la cave était en flammes.
Ils s'enfuirent par les escaliers et sortirent pour de la maison, restant dans la cour, regardant les flammes engloutir la plantation de Cypress Grove. D'autres personnes viendraient. D'autres plantations verraient vamser la fumée. Des questions seraient reposées, mais Catherine et Ézéchiel avaient émis leur histoire préparée. Un terrible accident. Une chandelle renversée dans la cave, le maître et ses invités piégés en dessous. Tellement tragique, tellement horrible. Personne ne connaîtrait jamais la vérité. Alors que le soleil se levait sur les ruines en feu, Catherine se tourna vers Ézéchiel. « Que feras-tu maintenant » ? Aller vers le nord, profiter du chaos de ce feu pour disparaître. Peut-être trouver d'autres personnes qui veulent de se battre, créer un réseau capable d'aider des gens à s'échapper. Il sortit le papier avec les noms de sa famille. « Je ne peux pas les ramener, mais je peux m'assurer que d'autres ne subiront pas le même sort. Et j'irai aussi vers le nord, utiliser l'argent que j'ai volé sur les comptes de mon père depuis des années pour recommencer. » Elle fit une pause. « Mais je n'oublierai pas. Je documenterai tout ce qui s'est passé ici. J'écrirai tout afin que, un jour, quelqu'un sache la vérité. Il se scellerait les registres. Il scellerait aussi ton témoignage si tu essayais de le rendre public. Alors je le cacherai. Je le coderai. Je le laisserai quelque part pour qu'il soit découvert des décennies plus tard, quand nous serons tous morts, et qu'il ne pourra plus nous nuire. » Elle regarda la maison en flammes. La vérité finit toujours par émerger, même quand les hommes tentent de l'enterrer. Ils restèrent jusqu'à ce que le feu s'éteigne de lui-même, jusqu'à ce que la plantation de Cypress Grove ne soit plus que cendres et poutres noircies, jusqu'à ce qu'il ne reste rien pour prouver que 13 hommes s'étaient réunis là pour commettre des atrocités. Puis ils s'éloignèrent dans des directions opposées. Catherine vers le nord, en direction de Charleston, et finalement Philadelphie, Ézéchiel vers l'ouest, vers la frontière, où les esclaves pouvaient disparaître dans des communautés qui ne posaient même pas de questions. Ils ne se revirent jamais. L'histoire officielle fut exactement comme il l'avait Bortias prévu. Un accident tragique. Silas Rutledge et 12 hommes éminents réunis à Cypress Grove pour discuter affaires lorsqu'un incendie éclata. Tous périrent dans la cave, asphyxiés par la fumée, avant de pouvoir s'échapper. Une terrible perte pour le comté de Colton. Funérailles avec tous les honneurs. Éloges louant leur contribution à la société. Catherine Rutledge fut également déclarée morte dans l'incendie, la fille folle de son père, enfermée dans sa chambre, incapable de s'échapper. Une note particulièrement triste à un événement déjà tragique. Personne ne mit cela en doute, personne ne regarda de trop près. Les esclaves qui avaient y participé ne dirent rien. Ils n'avaient aucune raison de parler et toutes les raisons de rester silencieux. La plupart furent vendus dans les mois suivants à différentes plantations, car Cypress Grove fut liquidé. Ils se dispersèrent à travers la Caroline du Sud et au-delà, emportant leurs secrets avec eux jusqu'à leur tombe. Les années passèrent. Les ruines de Cypress Grove furent finalement démolies. Le terrain vendu, de nouveaux bâtiments construits. La vie continua, comme toujours, recouvrant le passé avec le présent. Mais des murmures persistèrent. Des histoires racontées, tard la nuit, dans les quartiers des esclaves, sur la plantation où les maîtres brûlèrent. Sur la nuit où la justice frappa des hommes qui se croyaient intouchables. Sur la femme et l'homme qui firent que cela advint. Les histoires changèrent à chaque récit, devenant légende, devenant mythe. Mais le cœur resta le même. Cette cruauté avait des conséquences. Le pouvoir n'était pas absolu. Parfois, les impuissants trouvaient leur force. En 1863, pendant la guerre de sécession, les troupes de l'Union occupèrent la région où Cypress Grove avait été. Ils trouvèrent des tunnels anciens sous la propriété, des os dans le marais voisin, des marques sur les arbres, suggérant des sites rituels, mais la guerre continua et personne n'eut le temps d'enquêter davantage. En 1971, lors de travaux de démolition, un journal fut trouvé scellé dans un mur. Il détaillait tout, nom, date, rituel, victime. Mais comme Catherine l'avait prédit, il était codé. Et avant que quiconque puisse le décoder entièrement,
Le journal disparut des archives du comté. Certains disent qu'il fut détruit, d'autres qu'il fut pris par des descendants des familles de la confrérie, protégeant les secrets de leurs ancêtres. Quelques-uns croient qu'il existe encore quelque part, attendant d'être redécouvert lorsque le moment sera venu. Ce que l'on sait, c'est ceci. 13 hommes éminents moururent dans un incendie en 1841. Catherine Rutledge disparut peu après, aucun corps n'ayant jamais été confirmé. Un esclave nommé Ezekiel Cross fut déclaré vendu à une plantation en Alabama, mais aucune trace de la transaction n'existe. Pendant des années, des histoires circulèrent parmi les communautés d'esclaves sur un réseau aidant des gens à s'échapper, dirigé par un homme ayant affronté le monstre et gagné. Que ces histoires soient bien vraies, ou juste des espoirs, personne ne peut le dire avec certitude. Mais parfois, la vérité ne réside pas dans les archives officielles, mais dans les histoires que les gens racontent, dans les souvenirs qu'ils gardent, dans la justice dont ils se souviennent, même lorsque l'histoire tente d'oublier. Ce mystère nous montre que le pouvoir fondé sur la cruauté n'est jamais aussi solide qu'il le paraît, que les secrets gardés dans l'ombre finissent toujours par être révélés, que les personnes jugées impuissantes détiennent souvent le pouvoir le plus dangereux de tous, le pouvoir de témoigner, le pouvoir de se souvenir, le pouvoir de refuser d'oublier. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que tout a été révélé? Pensez-vous que ce journal existe encore quelque part, attendant d'être trouvé? Laissez votre commentaire ci-dessous. Si vous avez aimé ce récit et voulez d'autres mystères historiques sombres comme celui-ci, abonnez-vous à Liturgy of Fear. Activez la cloche pour ne jamais manquer une bonne histoire et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les mystères, mêlant histoire et horreur. Ces histoires doivent être rappelées. Ces voix doivent être entendues. À bientôt dans la prochaine vidéo.